cœur de Minneapolis, dans les murs d'un appartement ordinaire, un secret a été enfoui pendant plus d'un quart de siècle. Un crime brutal, une famille en souffrance, et une piste qui semblait s'être évaporée dans l'air. Pendant 26 ans, le meurtre de Jane Shields est resté une question douloureuse et sans réponse. Une énigme non résolue, mais jamais oubliée. Cependant, le temps, la technologie et le dévouement inébranlable des enquêteurs peuvent parfois percer même les mystères les plus tenaces. Une empreinte sanglante laissée sur la scène du crime, initialement considérée comme une piste secondaire, allait finalement devenir la clé. Combinée à la science de l'ADN, à un point de départ inattendu et à une serviette de table récupérée lors d'un match de hockey, le fantôme d'un tueur allait enfin être révélé. Ce soir, nous plongeons dans l'histoire de Jane Shields, une femme dont la vie s'est achevée de manière inimaginable. Une violence dont le cas représente un triomphe de la science moderne de l'ADN. Nous allons suivre les rebondissements frustrants de l'enquête initiale, le poids agonisant supporté par sa famille et les techniques révolutionnaires qui ont finalement désigné un suspect insoupçonnable, menant une vie apparemment normale. C'est l'histoire d'une empreinte qui a mené à la justice, un témoignage de la puissance de la persévérance et un rappel que même les affaires les plus froides peuvent parfois être résolues. Le 13 juin 1993, tout a commencé, curieusement, par un dégât des eaux. Un résident d'un immeuble d'appartement de la Tour Horn, dans le sud de Minneapolis, a remarqué de l'eau s'infiltrant dans son logement. Lors d'une enquête de maintenance, la source a été localisée dans l'appartement situé juste au-dessus, l'unité 314, le domicile de Jane Shields, 35 ans. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était une scène d'une brutalité choquante. Jane Shields gisait morte sur le sol de sa chambre. L'appartement était maculé de sang. Une autopsie révélerait plus tard l'horreur extrême de la violence. Jane avait été frappée environ 65 fois. L'attaque avait été féroce, personnelle et profondément dérangeante. Betty Eaton, la mère de Jane, a appris la mort de sa fille de la manière la plus cruelle possible. Travaillant comme aide-soignante à l'hôpital, elle a pris connaissance d'un rapport concernant un corps retiré d'un immeuble d'appartement. J'ai regardé le bâtiment et j'ai dit « Oh, mon Dieu, se souvient-elle » La réalité l'a frappée avec une force dévastatrice. Je sais que ma fille pleurait pour moi. Je sais qu'elle le faisait. C'est ce qui me fait le plus mal. La sœur de Jane, Cindy Bloomer, a exprimé son horreur et son incrédulité. Qu'est-ce qui vous pousse à tuer quelqu'un, puis à lui ouvrir le ventre jusqu'à ce que ses intestins soient visibles après la mort de la personne? Vous devez être vraiment en colère. Jane Shields avait mené une vie difficile. Née le 21 avril 1958, elle avait commencé à fuguer de chez elle à l'âge de 13 ans. Adulte, elle travaillait comme travailleuse du sexe, une vie qui la mettait souvent dans des situations vulnérables. Malgré ses difficultés, sa famille se souvenait d'elle comme d'une personne qu'ils aimaient inconditionnellement. Elle s'était récemment mariée et était proche de sa petite fille, Amber. Sa famille a souligné que, malgré ses choix, elle ne méritait pas une fin aussi violente. Elle a pris de mauvaises décisions dans sa vie, et nous en prenons tous, mais elle ne méritait pas de mourir de cette façon, a affirmé Cindy Bloomer. Les détectives de la police de Minneapolis et les équipes médico-légales sont descendus sur les lieux. Barr Epstein, alors scientifique légiste au bureau d'appréhension criminelle du Minnesota, BCA, a décrit la scène comme ayant beaucoup de sang dispersé et, il y avait du mouvement, et une brutalité certaine. Les enquêteurs ont recueilli des preuves. Du sang, des fibres et des objets susceptibles de contenir l'ADN du tueur ont été collectés. En 1993, l'analyse de l'ADN en était encore à ses débuts, et ce n'était pas l'outil puissant que l'on utilise aujourd'hui. Mais son potentiel était reconnu. L'une des preuves les plus frappantes était une série d'empreintes sanglantes, laissées sur le sol de l'appartement. C'est significatif, a noté Epstein, parce que, clairement, cela ne venait pas d'elle. Elle portait des chaussures, et si c'est une empreinte identifiable, comme des empreintes digitales, vous pourriez identifier ce qui semblait être le tueur qui était là. Les enquêteurs ont commencé à interroger des témoins potentiels et des connaissances de Jane. Les soupçons se sont d'abord portés sur Arthur Gray, un homme qui séjournait parfois chez Jane. Les enquêteurs ont trouvé ses cheveux serrés dans sa main gauche. Cependant, Gray a fourni un alibi solide pour le moment du meurtre et a finalement été écarté comme suspect. D'autres pistes ont été suivies. Des clients potentiels ont été interrogés, mais rien de concret n'a émergé. Les empreintes n'avaient aucune correspondance dans les bases de données existantes. L'ADN recueilli, notamment du sperme trouvé sur une pantoufle et une serviette, ainsi que sur une sangle dans la salle de bain, n'avait aucune correspondance dans le système. Les années ont passé, les pistes se sont épuisées. L'enquête a ralenti et, finalement, le meurtre de Jane Shields est devenu un autre dossier dans l'unité des affaires classées. Pour la famille de Jane, en particulier sa mère Betty, l'absence de réponse était une agonie. Mais Betty Eaton a refusé d'abandonner l'espoir. « Je ne me reposais pas. Je devais savoir pourquoi et qui l'avait fait », a-t-elle déclaré. Sa persévérance est devenue une force et un rappel constant aux enquêteurs que Jane méritait justice. Plus de 2 décennies après le meurtre de Jane, une révolution s'est produite dans la science médico-légale, l'avènement de la généalogie génétique.
Cette technique combine l'analyse de l'ADN avec la généalogie traditionnelle, en utilisant des bases de données publiques pour identifier les proches d'un suspect inconnu, réduisant ainsi la recherche. En 2015, l'unité des affaires classées de la police de Minneapolis a décidé de réexaminer le meurtre de Jan Shields. Ils étaient conscients du potentiel des preuves génétiques de 1993. La percée est survenue en avril 2018, inspirée par la capture très médiatisée du tueur du Golden State, Joseph James Ceangelo, qui avait été identifié grâce à la généalogie génétique. L'agent spécial du FBI, Chris Buckers, qui a travaillé sur l'affaire Shields, se souvient de ce moment. Nous avons entendu et lu, et nous avons suivi l'affaire du tueur du Golden State. C'était vraiment excitant quand nous avons appelé la Californie. Il a immédiatement dit, « Vous allez identifier qui a fait cela en utilisant cette technique. » L'équipe d'enquête a téléchargé le profil ADN inconnu de la scène du crime de Shields dans des bases de données généalogiques publiques comme GEDmatch et Family Tree DNA. Ce processus consiste à comparer le profil inconnu à des millions de profils soumis par des individus cherchant à retracer leur ascendance. La recherche a porté ses fruits. Le profil ADN inconnu partageait des séquences significatives avec plusieurs individus de la base de données, suggérant qu'ils étaient des proches. Les généalogistes ont ensuite reconstitué les arbres généalogiques, retraçant les générations, cherchant des ancêtres communs et des intersections où le suspect pourrait se trouver. Ce travail minutieux a finalement désigné 2 frères vivant au Minnesota. L'un d'eux était Jerry Arnold Westrom. Jerry Westrom était, en apparence, un suspect insoupçonnable. Né en 1966, il était un père marié de 2 enfants, un entrepreneur impliqué dans l'élevage de porcs et une figure familière dans la communauté du hockey. Il vivait à Isanti, au nord de Minneapolis. Il avait l'air d'un père de banlieue. Mais les enquêteurs, en se penchant sur son passé, ont découvert un casier judiciaire moins immaculé. Westrom avait plusieurs condamnations pour conduite en état d'ivresse, DWI. Plus significativement, il avait été arrêté 2 fois pour sollicitation de prostituée, même si une accusation avait été abandonnée. Cette histoire, combinée aux liens généalogiques, a suscité un intérêt intense. Mais les enquêteurs avaient besoin de plus qu'une simple connexion généalogique. Ils avaient besoin de l'ADN de Westrom pour le comparer directement aux échantillons de la scène du crime. L'obtenir a nécessité une surveillance prudente. En janvier 2019, les enquêteurs ont suivi Westrom lors d'un tournoi de hockey junior auquel sa fille participait, situé dans le Wisconsin. Ils l'ont observé acheter un hot-dog à la concession. Il s'est assis à une table et l'a mangé. Quand il a eu fini, on a pu voir qu'il s'était essuyé la bouche avec la serviette que l'agent Buckers a décrite. Il est revenu et a laissé la serviette. Elle a été immédiatement envoyée au laboratoire du BCA pour analyse. La scientifique légiste du BCA, Andrea FEA, a testé l'ADN récupéré sur la serviette. Les résultats étaient définitifs. Le profil ADN de la serviette correspondait parfaitement à l'ADN primaire trouvé sur la scène du crime de Jan Shields, 26 ans plus tôt. Plus précisément, le sperme trouvé sur la douche et le tapis. Il était clair qu'il faisait partie d'un mélange sur la serviette. Un profil ADN correspondait également à celui trouvé sur le t-shirt rouge et sur le sang de la douche. FEA a confirmé. C'était le premier suspect que nous avions identifié dans l'État du Minnesota en utilisant la généalogie génétique. Avec cette correspondance ADN directe, les enquêteurs avaient les preuves dont ils avaient besoin. En février 2019, Jerry Westrom, le père de hockey de 52 ans, a été arrêté et accusé de meurtre au second degré dans la mort de Jan Shields en 1993. Lors de son interrogatoire, Westrom a nié avoir jamais été dans l'immeuble d'appartement de la Tour Horn et n'avoir jamais connu Jan Shields. Les enquêteurs, cependant, avaient encore plus de preuves pour le relier à la scène. Ils ont obtenu des empreintes de pas connues de Westrom. Mark Ulrich, superviseur scientifique pour la police de Minneapolis, a comparé ces empreintes à celles de Jan Shields qui avaient été laissées sur la scène du crime en 1993. La science de l'analyse des empreintes de friction, la même utilisée pour les empreintes digitales, s'applique aux empreintes de pas. Ulrich a conclu avec confiance que les empreintes sanglantes appartenaient à Jerry Westrom. La science de l'analyse des empreintes de friction ne change pas entre les empreintes digitales ou les empreintes de pas, a-t-il expliqué. Elle reste la même. Suite à son arrestation, l'avocat de Westrom, Steve Meshbarer, a maintenu l'innocence de son client, déclarant à WCCO qu'ils avaient « choisi le mauvais homme ». Un grand jury a ensuite inculpé Westrom de l'accusation la plus grave de meurtre prémédité. Le procès a finalement commencé en avril 2022, près de 3 décennies après la mort de Jan Shields. L'accusation a présenté des preuves médico-légales puissantes. La correspondance ADN de la serviette reliant Westrom au sang et à l'eau sur la scène, et le témoignage d'experts confirmant qu'il avait laissé des empreintes sanglantes. La défense a soutenu que les preuves ADN prouvaient seulement que Westrom se trouvait dans l'appartement à un moment donné, peut-être en tant que client, mais pas qu'il était le tueur. Ils ont remis en question la fiabilité des preuves d'empreintes vieilles de plusieurs décennies et ont suggéré que d'autres suspects auraient pu être responsables. Le jury a délibéré pendant seulement 2 heures.
Le 25 avril 2022, ils sont revenus avec leur verdict. Coupables de meurtre au premier degré prémédité et de meurtre au second degré intentionnel. Le juré, Derek Frodenberg, a expliqué les facteurs clés de leur décision. Tout en acceptant que le travail de Jane signifiait que d'autres données pourraient être présentes, il a reconnu qu'il était indéniable. Ce qui l'a lié à la scène et pourquoi nous l'avons condamné, c'est l'empreinte sanglante en conjonction avec son ADN trouvé sur la scène. Frodenberg a déclaré, cette empreinte sanglante, que 3 personnes différentes ont confirmé comme étant celle de Jerry Westrom, nous savions qu'il était là de manière incontestable. Nous savions qu'il était là quand elle a été tuée. Le 9 septembre 2022, Jerry Westrom a reçu sa sentence. La famille de Jane Shields a enfin eu l'occasion de confronter l'homme responsable de sa mort. Betty Eaton, qui avait attendu 29 ans pour ce jour, a soumis une déclaration d'impact sur la victime. Elle a dit à Westrom, « J'espère juste qu'il pourra fermer les yeux la nuit et voir son visage chaque nuit. C'est ce que je ressens. Je veux qu'il souffre, et je ne veux vraiment pas qu'elle soit blâmée pour ce qui s'est passé, car son choix était le mauvais choix. » Jerry Westrom, alors âgé de 56 ans, a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. La condamnation a apporté une certaine clôture à la famille de Jane, même si la douleur de sa perte demeure. Elle a également marqué une victoire significative pour les enquêteurs des affaires classées et a souligné le pouvoir transformateur de la généalogie médico-légale. Le meurtre de Jane Shields est une histoire à plusieurs niveaux. C'est une vie marquée par la difficulté mais toujours valorisée et aimée. C'est la frustration agonisante d'une affaire classée où les pistes s'éloignent et l'espoir s'amenuise. Finalement, il s'agit d'une marche inébranlable de la science et du dévouement des enquêteurs qui refusent de laisser un tueur rester caché. L'empreinte sanglante laissée dans l'appartement 314 est devenue plus qu'une simple preuve. Elle est devenue un symbole du long chemin vers la justice. Combinée aux traces invisibles de l'ADN, elle a brossé un tableau indéniable de la présence du tueur au moment du crime. Jerry Westrom a vécu près de 3 décennies en homme libre, construisant une famille et une vie tout en portant un sombre secret. L'utilisation de la généalogie d'investigation, un outil inimaginable en 1993, a finalement brisé sa façade de normalité. Même si justice a été rendue, la tragédie de la mort de Jane Shields persiste. Son histoire est un puissant rappel des victimes derrière les ténèbres et de l'importance de chercher des réponses, peu importe le temps que cela prend. L'obscurité a mené au tueur, mais c'est la mémoire de Jane, maintenue vivante par l'amour de sa famille et la persévérance, qui définit vraiment l'affaire. Jerry Westrom purge actuellement sa peine de prison à vie. La science qui l'a emprisonné continue d'évoluer, offrant l'espoir de résoudre d'autres affaires non élucidées et d'apporter la paix aux familles qui attendent des réponses.